Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Rétro Info, comme chaque samedi, aujourd'hui donc. Et pour en parler, j'aurai avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Bonsoir. Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques. Bonsoir, Hassan. Azdin Zalani, juriste et analyste politique. Bonsoir, c'est Azdin. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est à vous que j'ai dit c'est Azdin. La dernière fois, c'était Ibrahim. Chacun son tour. La prochaine fois, ce sera c'est Hassan. Alors, les titres d'aujourd'hui. TSA, grève. 19 000 enseignants sur le point d'être radiés. 581 déjà licenciés par Makhlouf Mehni. Algérie part. L'Élysée confirme finalement l'entretien téléphonique entre Bouteflika et Macron par Abdou Samar. Chouf chouf. Amnesty International livre un bilan accablant des droits humains en Algérie par la rédaction. Alors, nous allons traiter principalement de trois sujets aujourd'hui. D'abord de ce fameux entretien téléphonique entre M. Bouteflika et M. Macron et le 5e mandat en décor côté jardin. Ensuite, nous parlerons du Front social, de l'ébullition du Front social. Et enfin, des droits de l'homme, de ces rapports accablants d'ONG sur les droits de l'homme, les violations de droits de l'homme en Algérie, sur la corruption, des tas de rapports tous plus accablants les uns que les autres. Je propose que nous commencions par ce fameux entretien téléphonique entre M. Bouteflika et Macron, qui se lance. Bon, je vais me lancer. Oui. J'ai dit la dernière fois, parce que j'ai eu à traiter avec vous le sujet, que c'était une excellente chose de savoir que Abdelaziz Bouteflika parlait pendant des heures avec un chef d'État étranger au téléphone. Oui. Et que c'était une performance, vu les sujets et les thèmes abordés. Donc, conclusion, Abdelaziz Bouteflika est capable ou en capacité de parler au peuple algérien. Oui. C'est ce que cela suppose. Donc, il sait ce qu'il doit faire. Donc, il doit s'exprimer sur la situation, sur l'anarchie ou ce que Yahya a parlé au niveau national, vous voulez dire. Évidemment, oui. Évidemment. C'est sur ce terrain-là que nous l'attendons. C'est sur le plan national que nous l'attendons. Qu'est-ce qu'il envisage? Qu'est-ce qu'il veut faire? En plus que c'est la Constitution qui lui fait obligation de s'adresser directement à la nation. Oui, oui. Elle lui fait obligation, sinon il tombe sous le coup de l'empêchement. Il ne peut pas s'adresser. Ce n'est pas la Constitution ne le formule pas comme cela, oui, en termes d'obligation, mais le président de la République peut s'adresser directement à la nation. D'accord. Donc il y a une nuance là-dessus. Elle ne lui fait pas doit, c'est peu. Non, c'est peu. D'accord. S'adresser directement à la nation. Alors, voilà. je vais, avant de donner la parole, nous allons écouter d'abord M. Macron, qui déjà en décembre, lors de sa visite, décembre passé, sa visite à Alger, avait clairement laissé entendre qu'il a parlé avec... la première fois, quand il a survolé le pays, quand il allait vers la Mauritanie, il a dit « j'ai parlé ». La deuxième fois, il a dit « nous avons parlé ». Et cette fois-ci, c'est quasiment un entretien téléphonique entre les deux présidences. Nous allons écouter les deux déclarations de M. Macron. Vous venez de RFI, vous dites exigence renforcée à l'égard des États du Sahel et de l'Algérie. Beaucoup pensent que Yad Agrali, qui revendique le terrible attentat du 18 janvier à cet endroit précis, est protégé par l'Algérie. Est-ce que vous souhaitez que cela cesse? Je n'ai pas... Rien ne me permet de confirmer ce que vous venez de dire. Par contre, je peux prendre ici deux engagements. Le premier, c'est que j'ai eu hier au téléphone le président Bouteflika avant de survoler l'Algérie et de me rendre sur le sol malien par courtoisie, après le message de félicitations qu'il m'avait envoyé. Je lui ai fait part de ma détermination sur ce sujet et de mon souhait de pouvoir en parler avec l'Algérie de manière très franche. La deuxième, c'est que partout où nous sommes en situation d'agir, nous agirons avec une détermination accrue. Je tenais à remercier le président Bouteflika pour son accueil. Nous avons eu en présence
président du Conseil des Nations, du Premier ministre, de plusieurs de ses ministres et de deux de mes ministres, un échange qui a porté sur d'abord le contexte international et les possibles déclarations américaines dans les prochaines minutes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Les sujets régionaux et notre volonté de trouver une issue favorable. Nous avons ensuite évoqué plusieurs sujets bilatéraux, la volonté conjointe de renforcer les liens économiques, avec plusieurs sujets qui trouveront leur issue dès demain lors du Conseil de haut niveau qui se tiendra à Paris en présence de nos deux premiers ministres et de plusieurs ministres. Et j'ai aussi évoqué mon souhait de développer des projets ici en Algérie. Et j'ai confirmé au président Bouteflika notre intention de créer une école du numérique avec les autorités algériennes. Alors, donc, ça avait commencé par je lui ai dit, je lui ai parlé. Il n'a pas évoqué du tout le côté bilatéral d'une discussion. Puis là, ensuite, en décembre, il dit nous avons convenu, nous avons dit, nous avons discuté. Hein. Et maintenant, c'est le communiqué de l'Élysée, si nous pouvons le voir. D'accord. Alors, et ensuite, il y a eu le communiqué de l'Élysée qui affirme totalement qu'il y a bien eu entretien entre les deux présidents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hassan Hirsch, Zandani, Asdin? Écoutez, jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement si, de façon réelle, M. Bouteflika a parlé à Emmanuel Macron. Parce que rien n'est venu le confirmer, à part évidemment les déclarations. Mais un communiqué de l'Élysée. Oui, mais... C'est un communiqué officiel. Oui, tout à fait. On a cherché à avoir un communiqué officiel pour avoir une crédibilité, justement, dans la possibilité du président Bouteflika, de ses capacités donc, de parler, de s'entretenir. À partir du moment où la société algérienne, les Algériens, d'une façon générale, que ce soit les journalistes ou la société, le monde associatif, etc., ne croient pas à la parole publique algérienne, parce qu'elle a été jalonnée de mensonges depuis 1962 à ce jour. Donc il fallait apporter une caution, une crédibilité. Et malheureusement, cette crédibilité ne pouvait venir que de l'étranger. Elle était venue de M. François Hollande, qui avait parlé en son temps d'alacrité, qui avait affirmé avoir discuté pendant 2h30 avec le président. Et là, M. Macron qui confirme, après Le Drian, qui lui-même avait dit que M. Bouteflika maîtrise parfaitement ses dossiers, qu'il en parle avec brio. Et la question qui se pose aujourd'hui est de deux sortes. D'abord, si c'est le cas, pourquoi ne parle-t-il pas aux Algériens? Et ensuite, est-ce que c'est le lancement d'un 5e mandat? Écoutez, moi je veux bien parler du 5e mandat. Je ne sais pas si c'est le moment de le faire. Oui, on va y arriver. On fait un petit tour de table. Je pense que c'est lié, effectivement. Oui, moi je pense qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Et quel individu, une personne ou un président de la République qui parle, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les prérogatives officielles du président de la République ne sont pas simplement de parler au téléphone avec tel ou tel chef d'État. Ces prérogatives sont nombreuses. C'est diriger, orienter, voyager, parler à son peuple, prendre des décisions, apparaître, et tout ce que la Constitution, et il y en a beaucoup comme prérogatives, et des prérogatives exclusives. Moi, je poserais la question inverse. Si le président de la République parle, et peut parler avec tel ou tel chef d'État, et que ce chef d'État vient confirmer, peut-être parce qu'il n'a pas le choix, il est mis dans la situation, soit de confirmer, soit de créer un incident diplomatique. Mais où est ce président, par ailleurs? Pas simplement pour parler à son peuple, comme tout le monde l'exige, mais où est-il dans ses fonctions? Dans ses fonctions depuis 5 ans. De ces fonctions qui exigent des déplacements, qui exigent un travail. Tout cela, on ne le voit pas. Il y a une vacance qui n'est plus de l'ordre du Conseil constitutionnel.
Parce qu'elle devient maintenant une vacance qui fait partie de ce qu'on appelle l'évidence. C'est une évidence. On n'a plus besoin que le Conseil constitutionnel se réunisse et qu'il déclare la vacance du président de la République. C'est un fait. Mais sur un plan formel, nous sommes tout le temps en train de recevoir des communiqués de M. le Président, des lettres. Il a d'ailleurs récemment écrit une lettre au peuple algérien à l'occasion de la journée du Shahid. Il nomme, du moins c'est ce qu'on lui prête, qu'il nomme, qu'il limoge, qu'il adresse des messages au peuple algérien, des avertissements aux pays voisins. Il est très actif, Non, mais sauf qu'il est très actif selon les communiqués de la présidence. Mais... Les communiqués, on n'en parle pas. Ouais. Effectivement, c'est les conseillers qui les font, etc. Par contre, au niveau des activités diplomatiques, des activités qui sont politiques, institutionnelles, et qui sont du ressort uniquement du président de la République. Ceux qui les exercent à sa place actuellement, que ce soit tel ou tel, que ce soit dans les activités liées, par exemple, à la défense nationale, et qui sont du ressort du ministre de la Défense, qui est le président de la République, que ce soit les autres activités officielles et qui sont exercées par son frère ou par d'autres, cela, il s'agit d'une forfaiture. Parce que nul n'a le droit d'exercer des fonctions que la Constitution octroie uniquement. Oui, mais qui vous dit qu'elles sont exercées par son frère ou par quelqu'un d'autre? Puisque lui, dans les lettres qui nous parviennent, dans les messages qui nous parviennent, dit que c'est bien lui qui a nommé. Et M. Macron vient de nous confirmer maintenant et aujourd'hui qu'il lui a bien parlé au téléphone. Mais oui, mais bien le problème, sûr, comme l'a posé Brahim Younsi, si tel est le cas, pourquoi ne parle-t-il pas aux Algériens? M. Hollande a aussi parlé d'alacrité, etc. Ces pays-là ont intérêt, ou des intérêts diplomatiques, ou des situations, moi je n'ai pas jeté la pierre aux Français, ou au gouvernement français, au président français, qui a finalement décidé, dans l'intérêt bien compris de son pays, d'aller dans le sens d'un dictateur qui est devenu maintenant ce qu'il est devenu. C'est la réalité qui est là devant nous. Le président de la République n'exerce plus ses missions et depuis longtemps. Et je termine par dire, et on en parlera, il ne pourra pas non plus les exercer pour un éventuel 5e mandat auquel on est en train de préparer l'opinion. Est-ce que le président de la République française a menti? La question se pose. Est-ce qu'il a menti? En allant diplomatiquement vers quelque chose... Donc c'est un mensonge. Et il faut le traiter comme un mensonge, si c'est le cas. Mais tant que il a dit une vérité. L'empêchement n'a pas été mis en branle, que des médecins n'ont pas déclaré qu'il ne peut pas parler, qu'il ne peut pas exercer. Ils peuvent tout faire, hein, il faut prouver le contraire. Donc le président de la République française aurait menti en confirmant un entretien qui n'a pas eu lieu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'entretien a eu lieu. Peut-être que Bouteflika a parlé et qu'il refuse de parler aux Algériens. Voilà, la question, c'est cette question-là qui est fondamentale. Et pourquoi refuse-t-il de parler au peuple algérien? Pourquoi refuse-t-il... Nous, à l'avenir, la question, il faut qu'on la pose comme ça. Où est-il empêché de parler aux Algériens? Non seulement de parler, mais d'exercer ses prérogatives... Il serait pris en otage, par exemple. Constitutionnelles. Voilà la question fondamentale, à mon sens. Vous avez parlé tout à l'heure de Hollande et son alacrité, de Drian, etc., mais l'ancien Premier ministre français, Manuel Valls, a montré une photo, a publié une photo du président de la République. Personnel, où a envoyé le président de la République avec de la salive sur son plastron. Le président de la République n'était pas en situation. La dernière fois, le président de la République s'est exprimé publiquement. C'est lors de son investiture et sa prestation de serment où il n'a pas pu s'exprimer. Où on lui a retiré les feuillets, où un protocole lui a retiré les feuillets. Là-dessus, nous sommes d'accord. Puisqu'un chef d'État, et en l'occurrence le chef d'État français, et nous connaissons les liens qui existent entre la France et le pouvoir d'Alger, dit qu'il a parlé, il a confirmé. 24 heures après, mais il a confirmé. J'ai ici le communiqué, il a confirmé. Publié le 20 février. Nous avons traité de la Libye, nous avons traité du Mali, etc. Et de questions bilatérales. Bon, est-ce que le président français peut mentir? Voilà la question. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Juste un tout petit peu. Nous avons parlé de ceci, nous avons parlé de cela.
nous savons très bien que le nous est un jeu. Ça ne veut pas dire que nous avons... Oui, oui. Nous Vous aviez dit la dernière Mais fois, vous avez donné une piste très intéressante, Il n'a que pas des chargés de mission des deux tout à fait. présidences aient pu échanger Oui, même- au nom de leurs présidents Tout à respectifs fait. et que c'est considéré protocolairement Oui. comme un échange entre les deux présidences. Oui, tout à fait. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que le nous de M. Macron ne veut pas dire, il n'a pas dit nous sommes entretenus. Il dit nous avons convenu, nous avons ceci. parlé, nous avons parlé de ceci, nous avons parlé de cela. Le nous peut être un jeu en français. Le nous Oui, est un peu le nous. Absolument. Nous allons nous de majesté. écouter M. Gaïd Saleh, qui va nous parler de ce qu'a fait le président de la République et la soundbite de Gaïd Saleh. Nous allons essayer de l'avoir dans un petit instant. L'essentiel, M. Gaïd Saleh, le chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, s'est adressé donc à un parterre de généraux et de militaires où il leur a dit que grâce à Bouteflika, ça marche bien, ça va bien, il a fait ceci, il a fait cela. Il a fait, mais alors, un éloge incroyable au président, très dithyrambique, et dans lequel, entre autres, je vous laisse commenter après. Qu'est-ce que vous en pensez de cette sortie de M. Gaïd Saleh? Moi, personnellement, ce que je peux dire là-dessus, c'est que Gaïd Salah, comme le responsable de l'État algérien, en l'occurrence, sa place est prépondérante, tout converge vers comment sauver le système en place. Après la langue de bois, évidemment, ce que vous aviez... C'est un message d'une langue de bois incroyable. Ce que vous aviez fait remarquer, effectivement, où il disait que M. Bouteflika a travaillé et a continuera œuvré de travailler. et il continuera Voilà. d'œuvrer. Donc, En effet. Ça, je placerai ça, si vous me permettez un peu plus de temps, Oui. je place ça sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a les problèmes du régime et les problèmes de Bouteflika qui sont spécifiques. Problème du régime, j'ai noté ici 6 points que je vais Il faut être un peu rapide. très rapidement. Ouais. Un, c'est maintenir la chape de plomb sur la société, sur les journalistes, sur les partis politiques, les syndicats, etc. Deuxièmement, maintenir un équilibre entre les différents clans. Ensuite, le troisième point, c'est être reconnu par les puissances étrangères et notamment par les membres permanents du Conseil de sécurité. Quatrième point, je dirais affaiblir le Maroc pour éviter, évidemment, l'annexion du Sahara occidental avec des conséquences géopolitiques, conséquences économiques, etc., etc. Cinquième point, je dirais que le régime a besoin de trouver un homme consensuel, à la fois suffisamment faible pour que les tenants du pouvoir, notamment ceux qui sont derrière, puissent décider ce qu'ils veulent au nom de ce président, et suffisamment fort pour maintenir les équilibres entre les clans et puis pour maintenir la chape de plomb sur la société. Enfin, le dernier point, je dirais assurer suffisamment de ressources pour que le régime puisse évidemment alimenter, d'un point de vue de l'argent, les clientèles, etc. Relais, Ça, c'est le problème du régime. Oui. Maintenant, revenons au problème de Bouteflika lui-même. Bouteflika, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, tous les psychologues peuvent le confirmer, il a quand même une caractéristique, c'est la mégalomanie. C'est un monsieur qui veut être un personnage historique, etc. On l'a vu depuis qu'il était ministre des Affaires étrangères jusqu'à aujourd'hui. Or, M. Benchenouf, si M. Bouteflika meurt en dehors de son mandat, il va avoir un protocole du type de celui qu'on a fait pour Ben Bella et Chadli Benjedid. C'est-à-dire des funérailles nationales, certes, mais pas vraiment à grande pompe. Ça n'atteindra même pas le niveau des funérailles de M. Aït Ahmed. S'il meurt en tant que président, c'est Boumedienne. Alors, s'il meurt en tant que président, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, reconnaissance historique. Comment? D'abord, évidemment, ça sera des funérailles à grande pompe,
mais en plus, il y aura un afflux de chefs d'État. C'est-à-dire qu'il sera enfin reconnu, y compris le dernier jour, non seulement en tant que personne, mais le régime aussi. Mais si c'est le cas, vous voulez dire qu'il est en pleine connaissance donc, de ses capacités, puisqu'il en arrive à décider comme ça? C'est-à-dire qu'il peut l'avoir insufflé déjà avant, et puis ceux qui le connaissent et qui sont autour de lui... Ils sont fidèles à une sorte de testament qu'il aurait laissé. Savent très bien. Donc, un chef d'État qui meurt dans l'exercice de ses fonctions, évidemment, on organise des funérailles internationales, un afflux de chefs d'État, ce qui fait à la fois une reconnaissance de ce président défunt et à la fois une reconnaissance du régime, parce qu'on va voir effectivement venir de par le monde des chefs d'État. Et on va donner le même temps à peu près à vos autres invités. Je trouve triste de réduire l'Algérie, tout ce pays-là, à un cérémonial funéraire. Donc finalement, notre pays ne sert qu'à attendre le jour où ce monsieur meurt. Moi, je m'inscris dans une autre optique. Ce monsieur, pour moi, est dans une situation qui ne lui permet pas d'exercer ses missions constitutionnelles. Je ne dirais pas ses activités humaines. Je dirais ses missions constitutionnelles telles qu'elles sont prévues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est une évidence. Et on ne prouve pas l'évidence. Le président de la République, depuis 5 ans, n'a pas exercé ses missions constitutionnelles. On aurait eu le temps, on aurait pris la Constitution, on aurait pris les articles, et un par un, on aurait vu, que ce soit au point de vue civil, diplomatique, militaire, à tout point de vue, le chef de l'État a failli à l'exercice de ses missions. Qu'est-ce qui l'a empêché d'exercer ses missions? Certainement son état de santé, parce qu'on l'a vu auparavant être partout et nulle part. Et le fait que le chef d'État, depuis 5 ans, n'exerce pas ses missions, pour moi, on est dans une situation de vacances, point. Le dernier mot que je voudrais dire et répéter, c'est parler du 5e mandat, parce que la Constitution qui a été refaite, apparemment, peut permettre, selon certains... Parce qu'il n'y a pas d'effet rétroactif. Puisqu'elle n'aurait pas d'effet rétroactif. Elle commence à courir, à encore qu'elle a un effet immédiat, ce qu'on appelle l'effet immédiat des lois. Les lois ne sont pas rétroactives. Donc il est à son premier mandat. Non, ce que je veux dire, il peut y avoir débat. Effectivement, si la loi ne permet pas, surtout la loi pénale dans ce sens-là, parce que les lois bénéfiques, etc., y compris pénales, elles sont rétroactives. Ouais. Quand il y a par exemple une peine qui descend de 10 à 5 ans, on applique... Elle peut être applicable aux gens pour... Et c'est ce qu'on appelle l'effet immédiat. Oui. Donc, dans l'intérêt du pays, comme dans l'intérêt du condamné, comme dans l'intérêt des institutions, si on considère que 2 mandats, c'est suffisant, a fortiori, 4, c'est largement suffisant. Et donc, il n'y aurait pas rétroactivité de la loi constitutionnelle, mais il y aurait effet immédiat de la loi constitutionnelle. Mais en dehors de cela, le chef de l'État devrait, ou du moins ceux qui tiennent à ce qu'il reste encore, il devrait nous annoncer très rapidement, parce que le ramadan approche, l'été approche, et c'est comme ça qu'il a gagné du temps pendant du premier mandat, en le laissant, en jouant jusqu'à la dernière minute. Et puis au deuxième mandat, moralement, c'est quelque chose d'assez... je ne voudrais pas aller très loin dans mon expression, mais jouer comme ça avec la Constitution et laisser les lièvres venir et autres, et les gens sérieux se retenir, parce que les gens, personnalités algériennes qui pourraient être, le cas échéant, candidats, rester en attente de son éventuelle décision, ça c'est quelque chose qui est malsain, qui est quelque chose qui n'est pas honnête et qui n'est pas correct au point de vue institutionnel. Si le chef de l'État, conscient ou pas, c'est-à-dire ceux qui tiennent lieu de chef de l'État, souhaitent qu'il remette ça, qu'il l'annonce dès maintenant, ce serait le minimum de l'honnêteté politique et pas juridique. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, et ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut absolument qu'il s'exprime maintenant.
s'il est en état, s'il a vraiment passé 2 heures, 2 heures et demie au téléphone avec Emmanuel Macron. Ceci dit, effectivement, la vacance du pouvoir est évidente. C'est une évidence depuis 2005. C'est une évidence. On ne prouve pas l'évidence. On peut ne pas la prouver, mais il y a une démarche. Il n'y a pas de preuve pour l'évidence, que je veux dire. Oui, mais évidemment. C'est tellement évident qu'il n'est pas nécessaire de prouver. Quoi. Oui, mais qui va démettre le chef de l'État? De façon constitutionnelle. Voilà. Qui va pouvoir le démettre? C'est ça aussi une question fondamentale. Le président de la République est là, l'armée, on le sait, le soutient, mais qu'il y ait ou pas une... Quel est ce problème, Brahim Younsi? Excusez-moi de vous interrompre, mais la question est cruciale. Quelle est cette situation où un président du Conseil constitutionnel, c'est même pas le Conseil constitutionnel, peut bloquer une situation, ça veut dire même s'il a quelqu'un de totalement impotent, si lui ne s'autosaisit pas, personne ne peut le saisir. Il peut laisser un impotent régner sur le pays ou ceux qui sont derrière lui sans la moindre possibilité de recours. C'est incroyable. Ah oui, ça veut dire tout simplement que le Conseil constitutionnel n'est là que formellement. C'est une forfaiture. Ah oui, c'est une forfaiture, évidemment. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Obligés, ah oui, oui. Et vous obligés de absolument, déclarer absolument. D'engager la procédure de vacances pour voir quand oui, là, il y a une évidence. C'est une évidence qu'il y a forfaiture. Forfaiture au niveau du Conseil constitutionnel. Forfaiture au niveau de l'Assemblée nationale, forfaiture du au niveau certificat de maladie qui question, a été accordé et qui risque encore de lui être accordé. Qui l'a accordé? Le certificat de bonne santé, pas de maladie. On sait qui l'a accordé. Ouais. La population sait, enfin beaucoup de gens savent. Certificat de capacité, pas de maladie. Oui, de capacité. Ça veut dire qu'il est capable de... Oui, ça a été fait sous ordre, ça a été fait par et on le ne connaît même pas le médecin qui l'a délivré. Si, il est connu. Le nom, prénom? Oui. Bon, c'est des fuites, mais officiellement, il n'est pas connu. Officiellement, il n'est pas connu. Hassan, un mot, quelque chose quand même qui me gêne dans ces éléments d'analyse, c'est qu'on donne vraiment de l'importance au chef de l'État et à la Constitution. Or, on sait très bien que M. Bouteflika est ramené par l'armée, par les services secrets, par le DRS, et qu'ils l'ont ramené pour pouvoir justement agir à leur convenance, et que le véritable pouvoir, malgré la Constitution, on a vu comment elle a été violée depuis 1963 à ce jour, et que vraiment, c'est le dernier souci du régime, la Constitution. Et donc, en fait, ceux qui détiennent véritablement le pouvoir sont de toute façon là, décident que M. Bouteflika soit en relativement bonne santé ou pas, et que cette situation les arrange parfaitement. Comme ça, ils n'auront même pas besoin de se bagarrer avec la présidence. Justement, au sujet... Je suis entièrement d'accord avec toi, évidemment. Évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'il y a une constitution. Oui, mais enfin... Bon, il y a une constitution. Nous savons comment le système fonctionne. Mais il y a des lois. Il y a une constitution. Il y a, etc. Nous pouvons, quant à nous... Il y a même des lois contre la corruption. Oui, évidemment. Il y a des lois qui préservent les droits de l'homme, mais etc. Le problème, c'est qu'il y a une constitution, que nous le voulions, nous ou pas, elle doit s'appliquer. Elle doit s'appliquer. Maintenant, qui va l'appliquer? Ou qui va la faire appliquer? Maintenant, il y a, nous le disons tous, et depuis très longtemps, il n'y a qu'une institution qui peut siffler la fin de la partie. On le sait tous, c'est l'armée. Et donc, c'est elle le véritable maître du jeu? Oui. Et alors, nous allons enchaîner, parce qu'il ne reste plus de temps, sur le sujet dont vient de parler les droits de l'homme, la corruption et ces rapports d'ONG qui accablent l'Algérie. J'ai ici Algérie, Amnesty International, qui épingle l'Algérie encore une fois pour des emprisonnements, liberté d'expression et de réunion, liberté d'association, les persécutions de défenseurs des droits de l'homme, les procès inéquitables, l'impunité, liberté de religion, de conviction, les droits de personnes réfugiées ou migrantes, droits des travailleurs et travailleuses, bof oui, et j'en passe, et des meilleurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres... Il y a la corruption en Algérie classée 112e sur 180 dans le wagon de fin. Et donc... Alors, vous voyez en plein écran un tableau qui montre un peu la situation, mais j'aimerais qu'on en parle un peu.
C'est dû à quoi? Est-ce que tous ces sujets sont liés au régime, au 5e mandat, à la situation qui prévaut, à cette échelle des valeurs complètement bouleversée au sein de la société? Là, en tout cas, l'atteinte ou les atteintes aux droits de l'homme, j'allais dire, c'est la seconde nature du régime, du système. C'est la nature du système. C'est sa nature. Bon, moi, je ne vais pas l'accabler parce que j'ai travaillé très longtemps avec lui. Mais c'est vrai que dans le début des années 60, bon, le régime de l'époque a porté atteinte. Bon, nous connaissons, on ne va pas donner les noms parce que les gens sont morts, mais a porté atteinte aux droits des gens et la torture a eu lieu. Je connais des gens aussi la très connus. liquidation physique, Des enlèvements. Des enlèvements, oui, il y a eu des enlèvements. Les liquidations physiques, bon, on n'en a pas beaucoup entendu, sincèrement, parler de façon comme ça, sommaire, etc. Mais il y a eu des atteintes aux droits des gens. Aux droits de beaucoup de gens que nous connaissons, qui sont devenus des ministres, etc., qui ont été atrocement torturés au début des années. Mais cela a continué. J'allais dire que c'est l'ADN même du régime et du système, les atteintes aux droits de l'homme, aux droits des gens. La corruption également est née très très vite dans notre pays. C'est aussi son ADN d'une certaine façon. Cela ne m'étonne pas que l'Algérie soit au bas du classement au niveau de la corruption, des détournements. Cela a toujours existé. Oui, il a toujours existé, mais par exemple, pour ce qui est de la corruption, à des niveaux pareils, jamais. Oui, parce ça veut dire que ce qui a été réalisé en corruption avant Bouteflika de 62 jusqu'à 99, c'est peut-être même pas 3% Cela ou 4%. est vrai, parce que là, la masse... Plus il y a d'argent, plus on en prend. Absolument. Plus il y a d'argent, plus on en prend. Et puis la généralisation, ça s'est généralisé au point d'en devenir systémique. La corruption, maintenant, fait partie des mœurs. La corruption a toujours été systémique, hélas. Le système a toujours, d'une manière ou d'une autre, privilégié les uns, les gens piqués dans les caisses, et nous n'allons pas encore citer de noms. Nous avons des affaires dont nous pouvons parler, où certains ont fait de la prison, où certains se sont enrichis depuis les années 60. Hassan Harish, puis Aziz Zalani, après on va passer au Front social. Oui, au niveau de la corruption, je crois que les révélations de Wikileaks sont totalement parlantes, significatives, et on sait que c'est le modèle de gestion des affaires de l'État et que tout le système algérien est basé justement sur l'accaparement des deniers publics, l'enrichissement personnel sur le dos de l'État, des institutions, etc. C'est archi Ils ne s'en cachent pas, les gens. Ils ne s'en cachent pas. Les affaires Sonatrach, les affaires Khalifa, les affaires Saipem, Sonatiba. Sans compter la grosse clientèle qui a pignon sur rue, qui roule carrosse, qui affiche sa fortune plus normalement du monde. Oui, le cours des devises étrangères, on maintient un cours parallèle justement pour pouvoir aspirer les devises vers les oligarques, etc. Au point où le ministre des Finances a parlé hier d'une masse énormissime de capitaux qui ont afflué vers les banques, parce qu'il y a une rumeur qui circule en ce moment qui vont changer les billets. Donc ce sont des milliers de milliards en quelques jours qui sont rentrés dans les banques algériennes, dont on ne connaît pas l'origine des fonds, on ne connaît pas leur traçabilité. Et le ministre des Finances a dit aux banques, non, il ne faut pas trop embêter les gens, laissez-les ramener l'argent dans les banques. Oui, on sait très bien que le secteur informel est beaucoup plus puissant que le secteur formel, tant du point de vue des devises que du point de vue de la circulation monétaire au niveau du dinar. Ça, c'est absolument connu, n'importe quel économiste peut vous le dire. Donc, un des problèmes d'ailleurs de l'Algérie, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'au lieu justement de fabriquer des dinars avec la planche à billets, comme ça a été annoncé. Mais c'est le cas, c'est déjà en plein. Ça veut dire que ça ne va pas apporter grand-chose, ces fonds qui rentrent. Voilà. On aurait été mieux Cela dépend combien. Ils vont même faire concurrence à la planche à billets ou la laisser respirer un peu. Voilà, on aurait été mieux inspiré pour avoir une politique ferme, à la fois ferme et d'ouverture, pour pouvoir justement faire rentrer l'argent qui sont dans des shkara, comme disent les Algériens,
les faire rentrer dans la banque. Dans les sacs poubelles. Je vais vous dire, Monsieur Benchenouf, tout économiste sait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, que la deuxième ressource en devise après les hydrocarbures, c'est le mandat des immigrés. Oui. Et ça reste valable aujourd'hui pour le Maroc et pour la Tunisie. Mais pour l'Algérie, voilà. Or, la communauté algérienne est 2 fois plus nombreuse que la communauté marocaine. Mais elle préfère les échanger ici. Mais pourquoi? Parce que, il n'y a pas de confiance. Oui. On ne peut pas prétendre développer un pays s'il n'y a pas de confiance. Absolument. Voilà. Et puis, le système bancaire algérien est totalement bancal, et je ne fais pas un jeu de mots. Oui, c'est le mot. Voilà, on voit par exemple les performances du système bancaire marocain, qui a pénétré le marché africain ouais. Et qui a aussi un certain nombre d'institutions bancaires en Europe. On voit très bien ici dans les rues de Paris et dans les rues de Bruxelles le nombre de banques marocaines oui. Où on peut déposer en sécurité, parce que ça c'est un problème fondamental, en sécurité son épargne. Et ça représentait des milliards en euros. Donc, je suis désolé de vous interrompre, Hassan. Pas très loin. Moi, je pense que la corruption oui. a toujours été un mode du gouvernement en Algérie. Oui. Alors, en crescendo, effectivement, ce qui a été rajouté depuis 20 ans, c'est non seulement la corruption, mais c'est la corruptibilité. Oui. C'est l'institutionnalisation de cette corruption. L'institutionnalisation, effectivement, c'est rendre les gens corruptibles, oui. Les encourager à être corruptibles et fiers d'être corrompus. Et c'est même une course effrénée à qui pourrait... C'est donc, depuis 20 ans, on n'assiste presque plus à la fameuse crise identitaire, ou à la fameuse crise culturelle, ou à la fameuse, et toujours, crise économique, mais surtout à la crise morale qui est en train de détruire le pays dans ses fondements moraux, et ce qui est le plus important. Merci. Alors, nous allons parler du Front social. Je vais commencer par une déclaration de M. Sidi Saïd, le secrétaire général de l'UJTA, le syndicat le plus puissant du pays. Sidi Saïd, pour être connu comme très proche de certaines clientèles, certains oligarques, lui qui porte une casquette de syndicaliste, qui n'en est pas moins capitaliste, mais alors à outrance. Alors voilà ce qu'il dit au sujet des grévistes, du CNAPEST. Hein, écoutez bien, hein, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Alors, Sidi Saïd qui déclare que Dieu apporte le malheur dans les foyers des grévistes. C'est le secrétaire général de l'UJTA qui le dit. Alors, donc, Mme Benrabarit, de son côté, ministre de l'Éducation nationale, qui menace les grévistes du CNAPES de licenciement. 19 000 licenciements. Alors, elle a déjà commencé, elle est à plus de 500. D'autres syndicats, donc, en solidarité avec CNAPES, sont en train d'arriver sur le marché de la grève, j'allais dire. Mais nous allons écouter rapidement la déclaration de Sidi Saïd et puis nous allons donc finir avec ce sujet. كيف نقولوا احنا مع رئيس الجمهوريه يعني ما عندنا حتى حجاج اللي راح يمنعنا باش نكونوا معاه حجاج سياسي نقابي اجتماعي يقول احنا كيما نقولوا جو في ان بو مزاغرميتين احنا نموتوا عليه باش ما واحد يسالنا ولا ما هكا يا في كي تحبوا واحد تقولوا نموت عليه يبقى احنا نموتوا عليه. Quand il dit Hijaz, ça veut dire Hajaz. Hein. Il parlait du Hijaz, de la région d'Arabie Saoudite. En fait, il voulait dire obstacle, Hajaz. Mais sinon, donc, voilà, il parle du président, au même moment que Gaïd Salah, au même moment que les uns et les autres, qui sont très visiblement en train de préparer le terrain. Mais sinon, au sujet du Front social et de cette effervescence, cette ébullition. Cela veut dire que tout va mal. En tout cas, tout va mal pour la société, pour les travailleurs. Qu'ils soient des travailleurs intellectuels, si j'ose dire, oui. Et des travailleurs manuels, ça va très très mal. Vous avez dit 19 000, et un journal a dit 19 000 enseignants qui seraient
ou qui se créent en voie d'être radiés, d'être licenciés purement et simplement. Oui. Et radiés de la fonction publique. Oui. Licenciés et radiés de la fonction forcément, publique. Oui. Forcément. Oui. C'est une radiation de la fonction publique. Un syndicaliste, un responsable syndical, le porte-parole du CNAPEST, a parlé de plus de 30 000 radiations. Ça veut dire que c'est, grosso modo, c'est 6%, il y a à peu près 500 000 enseignants, fonctionnaires, plus de 30 000 enseignants sont en situation d'être radiés. Et cela se fera dans les 48 heures, selon Mme Hassan Hersh, d'après vous, pourquoi cette intransigeance? Moi, je pense que c'est la manière Erdogan qui est en train de s'appliquer en Algérie. C'est-à-dire que toute remise en question du régime, par quelque moyen que ce soit, y compris par le Front social, eh ben, il est pris non pas dans sa réalité sociale, à savoir qu'il y a des préoccupations pour le pouvoir d'achat, qu'il y a des préoccupations pour les conditions de travail, qu'il y a des préoccupations pour les avancements, qu'il y a des préoccupations évidemment pour l'équité, etc. Mais le pouvoir ne l'entend pas de cette oreille. Le pouvoir, dès qu'il y a un mouvement dans la revendication des médecins, dans la revendication des anciens de l'armée, dans la revendication des jeunes berbérisants pour leur culture, etc., il l'entend comme étant une remise en question, tellement le régime se sent fragilisé, se sent illégitime, se sent évidemment dans une situation, à un moment de mutation possible, et sent que sa crédibilité est en jeu, y compris face à nos partenaires. Donc il réagit comme une bête blessée. Et une bête blessée, évidemment, ça frappe de façon inconsidérée. Est-ce que ce ne serait pas, parce que si jamais il cède devant les revendications du CNAPEST et des médecins résidents, ça pourrait ouvrir le champ de la revendication, effectivement. Voilà. Mais moi, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose de très grave, beaucoup plus grave. Effectivement, l'employeur, quel qu'il soit, devant des revendications légitimes ou pas, généralement résiste, qu'il soit privé ou public, résiste à des revendications et qui peuvent être exagérées, qui peuvent être manipulées et autres, etc. Mais on assiste à quelque chose d'assez grave. On ne parle plus de revendications. On ne parle plus de revendications légitimes ou non légitimes. On ne parle plus de revendications légales ou non légales. On dit elles sont le fait d'islamistes. Absolument. Et ça, on dit elles sont le fait d'islamistes. C'est comme si les islamistes ne sont pas des travailleurs, n'ont pas le droit à faire grève. Mais ça, c'est très dangereux. Je vous interromps et je vous rends la parole. Sur les réseaux sociaux, du jour au lendemain, et c'est là où on sent le coup fourré, du jour au lendemain, des photos partent, alors que dans le CNAPEST, la grande majorité des gens ne sont pas des islamistes. Mais on nous montre des gens avec des barbes en train de demander le départ de Ben Rabarit, et alors des messages qui sont en train de pulluler. Les islamistes reviennent, ils veulent chasser Ben Rabarit qui représente la modernité, etc. Et ce ne serait pas un coup fourré, un coup des services? C'est très grave, surtout par rapport aux démocrates, qui se disent démocrates, qui risquent encore de perdre le peu de crédibilité qu'ils ont. Parce que quand on défend le droit de l'homme, c'est les droits de l'homme. Alors demain, un citoyen, parce qu'il s'agit de citoyenneté, qui porte la barbe, qui est islamiste selon ses convictions personnelles ou politiques ou autres, n'aurait pas droit ni de faire grève, ni de s'exprimer politiquement, ni de s'exprimer, ni d'avoir droit à la santé, ni de se déplacer librement. Et qu'est-ce que c'est que cette dérive avec la complicité de personnes et de partis et du mouvement qui est démocrate, y compris des grévistes qui sont en train de se retirer aujourd'hui, qui disent « Ah, à partir du moment que maintenant les islamistes sont entrés, nous, on se retire. On ne fait plus grève. » Je l'ai lu tout à l'heure sur Facebook. Et ce qui va pousser les islamistes à faire un autre site, c'est-à-dire un syndicat islamique qui travaille, qui a été dissous, et ils peuvent le faire sous une autre forme. Et à ce moment-là, on va revenir petit à petit vers la décennie noire. Et ça aussi qui est très dangereux. Et le diviser pour régner, qui semble... Et on a vu déjà dans les années 90 comment ils ont fait exploser la société avec cette question-là. Et je déplore le silence et même la complicité de ceux qui se prétendent démocrates quand il s'agit des droits démocratiques
Il n'y a pas de blanc ou de noir, il n'y a pas d'islamistes ou de non-islamistes, il y a des droits de l'homme et il y a la citoyenneté. Et c'est tout. Et nous sommes arrivés à la fin. Et cette dérive, hélas, a commencé il y a déjà longtemps. Tout à fait. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à vous trois. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Bqa ala khair, b'slama.